Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast issu des méandres de la 7e dimension. Vous avez été nombreux et nombreuses à répondre à l'appel du premier podcast, et là je tenais à vous remercier en fait pour les écoutes, donc c'est toujours en cours, ça continue à se propager sur la toile, donc merci aussi pour votre implication sur l'Instagram et sur la page Facebook. Les plus attentifs parmi vous auront remarqué en fait que ce nouvel épisode est beaucoup plus court et qu'il s'intitule d'une autre manière, il s'appelle La Vérif. Dès le départ, j'ai envisagé le podcast de 7e dimension de deux manières différentes, c'est-à-dire une version longue où on traiterait de réalisateurs, de sagas ou de sujets bien spécifiques qui nécessitent bien entendu du temps, et une version plus courte où je traiterai de films de manière aléatoire mais avec un cadre bien précis. Donc ça s'appelle La Vérif en hommage en fait à quelque chose que je faisais avec mon comparse Peterson quand on était plus jeune. Et ça remonte au temps de la VHS et du DVD. C'est-à-dire qu'à cette époque-là en fait, on était toujours à la recherche de la qualité optimale pour notre collection de films. Et c'est vrai qu'on avait tendance à amonceler, en fait, on avait des piles de VHS, des piles de DVD, de nouvelles éditions, de nouvelles versions en fait de films qu'on avait déjà vu au moins une 50aine de fois, et on appelait ça en fait la vérif. C'est-à-dire qu'on s'obligeait à revérifier en fait ces nouvelles acquisitions, ces nouvelles versions de ces films pour décider si on conservait la précédente ou la nouvelle. Donc je trouve que ça se prête plutôt bien du coup au cas de figure de traiter un film de manière aléatoire. C'est-à-dire que ce concept de vérif, en fait, je l'ai toujours en tant qu'amateur de cinéma de genre. Je suis constamment en train d'acheter, de récupérer en fait des Blu-ray, de nouvelles éditions, ou même des films que je n'avais pas vus, et ça a tendance à s'amonceler au fil des mois, au fil des semaines, et du coup, au fil des années. Donc, le principe de la vérif, c'est de traiter de ces raretés, de ces films peut-être que je remettrai en avant aussi, qui ont été injustement ignorés, conspués, ou même me permettre en fait aussi de réévaluer certains films. Osons le dire, peut-on aujourd'hui par exemple réévaluer La Menace Fantôme une fois qu'on a vu la postlogie Star Wars? Ça c'est une question à laquelle on pourra répondre très prochainement, sûrement même dans un futur podcast. Cette idée aussi de version plus courte m'est venue lors d'une discussion avec ma femme où elle me soumettait l'idée de toucher peut-être un public plus large, pas habitué forcément à écouter pendant de longues heures quelqu'un parler d'un sujet précis, mais au moins de torcher, on va dire entre guillemets, et c'est le cas de le dire, pendant un temps qui serait celui des toilettes ou de la salle de bain, un sujet spécifique. Et je trouve que oui, la vérif, vérifier un film qu'on a récupéré récemment ou qu'on n'avait pas vu qui était passé sous les radars, s'y prête parfaitement. Pour inaugurer ce premier épisode de La Vérif, du podcast de 7e dimension en version courte, je me suis dit, tiens, je vais prendre par exemple l'un des films qui est passé sous le radar en 2019 et qui fait partie du trio de tête, aux côtés de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et du Glass de M. Night Shyamalan. Oui, vous m'entendez bien, je n'ai parlé d'aucun film Marvel. Donc ce film qui est passé sous les radars, c'est le Captive State de Rupert Wyatt. Et Rupert Wyatt, c'est un réalisateur indépendant, donc qui a travaillé quand même pour des grands studios, d'origine anglaise, et qui était déjà à l'origine en fait du renouveau de la planète des singes. Donc la planète des singes, les origines, c'est à lui qu'on le doit. Donc d'où vient ce monsieur Rupert Wyatt? Ce monsieur Wyatt est un réalisateur
anglais. Donc ça déjà, vous verrez que ça a son intérêt, on verra quand on parlera un petit peu plus du film en lui-même. Donc c'est un réalisateur anglais qui a commencé à se faire remarquer dès son deuxième film, qui s'appelle Ultime Évasion, et il s'est fait remarquer à Sundance. Donc, et à Sundance, il y avait la 20th Century Fox. Oui, alors pour les plus jeunes d'entre nous, qui nous écoutent, imaginons qu'on aille un petit peu plus loin dans le temps, oui, la 20th Century Fox a été rachetée par Disney, et ça n'existe plus en tant que tel, en tant que nom, en tant que studio. Donc il s'est fait repérer par la 20th Century Fox, et on lui a confié le remake de La Planète des Singes. Donc cette Planète des Singes, les origines, donc ça a eu quand même un grand succès, puisque ça a initié une nouvelle trilogie, et ça lui a permis d'emblée de pouvoir réaliser un remake du Flambeur. Donc le Flambeur, c'était un film avec James Caan, qui date des années 70, et il a fait ce remake avec dans le rôle titre, en lieu et place de James Caan, Mark Wahlberg. Et ça, c'était en 2014. Et déjà en 2014, patatras, ça fait pas une thune. Voilà. Là, déjà, c'est le premier point à comprendre sur Rupert Wyatt, c'est que ces films ne rapportent pas de thunes à l'exception de Sa Planète des Singes. Ensuite, il est annoncé sur l'adaptation du personnage de comic book Gambit, donc figure prédominante des X-Men, avec Channing Tatum dans le rôle titre, et ça c'est en 2015, et dès 2015, c'est le sempiternel problème de différents artistiques avec les studios. Donc Rupert Wyatt, il dégage du projet avec Channing Tatum, et autant vous le dire, Gambit, il est encore dans les limbes du développement d'Hollywood au niveau des projets qui ne se feront pas ou qui vont se faire de manière très tardive. Du coup, pour se consoler, il décide d'adapter en version télévisuelle L'Exorciste de William Friedkin, et ça c'est dès 2016, donc il produit en fait les 10 épisodes et réalise le pilote, et c'est plutôt cool. Donc on retrouve un petit peu cette patte très anglaise du réalisateur, et c'est donc en 2019 qu'il se lance en fait dans la production, la réalisation et l'écriture du scénario de Captive State. Alors Captive State, en termes de chiffres, c'est à peu près 25 millions de dollars de budget, voilà. Et c'est un opening week-end à l'américaine à 6 millions pour un box-office mondial de 9 millions au total. Donc autant vous le dire, ça s'appelle un four. Donc ça sort du coup en catimini fin de l'année 2019 en Blu-ray, et c'est comme ça que j'ai pu le récupérer, et en Blu-ray chez Metropolitan Film Export. Voilà, je précise pour ceux qui voudraient récupérer le Blu-ray, parce que je remets une couche là-dessus, je ne suis pas pour le téléchargement illégal, et je ne parle que de films du coup récupéré dans ce format-là ou vu sur des plateformes légales. Donc ça débarque fin d'année dernière, et c'est à ce moment-là en fait que je le récupère, parce que bien entendu on ne peut pas tout voir entre les plateformes de streaming, les films qu'on avait déjà récupérés. Vous avez bien compris l'idée de cette vérif, et je vais vous le dire, moi quand j'ai regardé ce film-là, voilà, c'est une vraie putain de proposition de science-fiction comme on n'en avait pas vu depuis des années. Alors Captive State, ça raconte quoi? Donc, vrai postulat de SF, l'action prend place dans un futur proche, 2027 pour être précis, la Terre est envahie par une forme de vie extraterrestre, et nos politiques, nos gouvernements rendent très vite les armes, donc ils négocient une réédition, donc ils livrent la planète aux mains de l'envahisseur extraterrestre. On suit alors la destinée de deux frères, qui 10 ans après auront un rôle à jouer dans une résistance qui s'organise en fait, qui a ses ramifications dans les bas-fonds. Donc plutôt que de choisir en fait le postulat de SF classique, c'est-à-dire l'invasion et la lutte contre l'envahisseur, là on sent déjà la patte d'un réalisateur, on va dire l'envie de prendre par le bout de la lorgnette en fait le genre, et plutôt que de nous raconter la lutte contre l'invasion, et ben non, on va nous raconter en fait le postulat de la résistance, et c'est là en fait tout l'attrait de ce film-là et toute sa qualité en fait, c'est de nous montrer en fait, c'est de prendre le point de vue de la résistance, et aussi de nous mettre nous face aux images qu'on va voir, c'est-à-dire que l'esthétique qui est adoptée en fait par Rupert Wyatt tout au long du film, c'est une esthétique quasi documentaire et qui va se baser un petit peu en fait sur ce qu'on peut en avoir nous comme idée de la résistance, et nous mettre en tant que spectateur face aux choix et aux actes qui sont commis en fait par la résistance au nom de la liberté. Est-ce que c'est du terrorisme? Est-ce qu'on est pour ce genre d'action? Est-ce que l'on ferait ça dans pareilles conditions? Voilà le genre de questionnement que le spectateur va avoir en tête tout au long du métrage. Ce métrage, c'est aussi l'occasion d'avoir un casting aux petits oignons, c'est-à-dire matinée de têtes connues et de têtes quasi inconnues. Donc au niveau des connus, on va retrouver John Goodman. Donc John Goodman, on va pas le présenter, un des acteurs récurrents des frères Coen. On va retrouver aussi Vera Farmiga,
et ça fait du bien de la retrouver dans un autre rôle que celui des Conjuring, on retrouve aussi pour les vieux de la vieille des têtes connues en fait. D.B. Sweeney. Alors D.B. Sweeney, moi je le porte un petit peu dans mon cœur parce que c'était l'un des acteurs principaux du coup de ce film de SF aussi, Fire in the Sky. Et Fire in the Sky, je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est un film d'abduction alien, donc d'enlèvement fait par des extraterrestres. On va retrouver aussi un autre acteur qu'on n'avait pas revu depuis un moment, qui est l'acteur fétiche comico-lourdingue de chez Stephen Sommers, donc Kevin J. O'Connor, qu'on a pu voir de manière peu drôle dans Les Deux Momies et Un Cri dans l'océan notamment, et dans le rôle des deux frères, donc dans les deux rôles principaux, on va avoir le jeune Ashton Sanders, qu'on avait déjà vu dans un petit rôle dans le bourrin mais rigolo The Equalizer 2, et dans le rôle de son grand frère Jonathan Major, donc acteur voilà, de seconde zone, qui affiche là un charisme fou dans le rôle d'une figure emblématique de la résistance. Dès les premières minutes du métrage et au fur et à mesure que le métrage avance, on se rend bien compte de l'influence qu'a pu avoir le film de Melville, c'est-à-dire L'Armée des Ombres avec Lino Ventura et Simone Signoret, sur ce postulat de SF. Donc toute l'originalité, je le répète, du film de Rupert Wyatt, c'est vraiment de prendre le point de vue de la résistance et de nous montrer en fait les actes qui peuvent être commis en temps de guerre au nom de la liberté. Donc en termes de mise en image, c'est sec, c'est nerveux, quasi documentaire, beaucoup de caméras à l'épaule, donc un gros travail sur la lumière naturelle et aussi sur l'étalonnage. On va avoir bien entendu un côté, on va dire en termes de couleur qui va être un petit peu désaturé, mais ça c'est normal, ça va avec le thème du film, mais ce que j'ai beaucoup apprécié en fait dans cette mise en image, c'est la musique qui l'accompagne. Et cette musique en fait, elle est portée par le compositeur Rob Simonsen, qui jusque-là était plutôt un compositeur, on va dire lambda. On l'avait vu dans 500 jours ensemble, voilà, qui est, on va dire en termes de bande originale, qui est quand même pas dégueu. Mais alors là, c'est vraiment, voilà, son score est vraiment impressionnant. C'est-à-dire qu'il impressionne avec cette volonté de poser des nappes synthétiques inquiétantes qui convoquent à la fois le John Carpenter des grandes heures et le regretté compositeur attitré de Denis Villeneuve, Johan Johansson. C'est-à-dire que vraiment on a des nappes synthétiques les unes par-dessus les autres, et je vous le dis, le score est disponible sur YouTube. Je vous mettrai les liens du coup dans le post de ce podcast pour vous jeter une oreille dessus. Ça fait partie intégrante de la réussite du film. Donc une musique aux petits oignons. Attention, Rob Simonsen, compositeur à suivre à partir de maintenant. Au niveau du jeu d'acteur et de l'intrigue principale, je vais pas trop rentrer dans l'intrigue pour vous laisser le plus de surprises possible. Sachez que ça repose sur énormément de twists, notamment un twist majeur qui arrive en fin, donc c'est pour ça que je vais pas développer. Et au niveau des acteurs, le fait d'avoir choisi des parfaits inconnus dans les deux rôles principaux, bah, ça renforce le côté documentaire. On peut se demander quand même pourquoi il a pas poussé le vice à n'avoir que des acteurs quasi inconnus dans la totalité du film. Maintenant, John Goodman livre une performance incroyable à contre-emploi, Vera Farmiga c'est la même chose. Donc ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'en termes de visuel, au niveau des créatures, au niveau de cette forme de vie extraterrestre, et ben c'est bizarre parce que Rupert Wyatt est anglais et il fait des choix esthétiques qui sont très proches en fait de Attack the Block, qui était aussi un film d'invasion extraterrestre anglais, et ces créatures dans Attack the Block, et ben elles étaient à mi-chemin entre le porc-épic, l'hérisson et l'ours, et de couleur noire, et on retrouve un petit peu ces choix esthétiques au niveau de la menace qu'on peut voir dans Captive State. Après, les effets sont très soignés, même si ça reste du virtuel. J'aurais préféré peut-être un recours à du maquillage traditionnel. Les effets digitaux donc font bien le boulot, et ça va renforcer aussi en termes d'appellation. C'est vrai que dans le film on les appelle les législateurs, ces extraterrestres, cette menace extraterrestre, et ça renforce un petit peu le côté politique, le côté film engagé de Rupert Wyatt. C'est mené tambour battant en termes de rythme pendant 2 heures, pas de temps mort, pas d'humour,
ou voire vraiment très peu, et ça explique aussi peut-être la raison pour laquelle le film n'a pas fonctionné au box-office. Sachez que ça sort quand même en 2019. 2019, c'est l'avènement des productions Marvel Cinematic Universe, donc on n'a pas envie finalement d'aller voir. Je pense que le public, la masse, n'avait pas envie de se rendre en salle pour voir un film qui rend compte d'un certain contexte géopolitique, même sous fond d'invasion extraterrestre. Au final, ce contexte géopolitique qui est retranscrit au niveau du terrorisme, et ben en fait c'est un petit peu, on retrouve un petit peu chez Rupert Wyatt vis-à-vis de son utilisation de la science-fiction, ce que faisaient certains cinéastes à différentes périodes en fait de l'histoire. Ils utilisaient la science-fiction pour rendre compte, en fait, au final, d'un contexte géopolitique. Si on regarde, par exemple, un film fondateur de science-fiction comme L'invasion des profanateurs de sépulture de Don Siegel, Don Siegel, en fait, quand il traite de l'invasion extraterrestre, au travers de son film, en fait, il traite du macartisme. Donc, en fait, c'est qui est le communiste parmi nous. Donc, il traite de guerre froide. Donc, et vous verrez que souvent, les grandes œuvres de SF s'inspirent, au final, d'un contexte socio-politique. Et quand je parle de grandes œuvres de science-fiction pure, là je mets de côté Star Wars. Star Wars n'a rien à voir. Star Wars a inventé le blockbuster moderne. On n'était pas là pour traiter, et encore que on pourrait dire que la prélogie traite aussi de contexte sociopolitique, et c'est ce qui en fait la qualité du coup de cette prélogie. Oui, vous m'entendez bien dire ça, oui, la prélogie a certaines qualités. Donc effectivement, ce contexte de SF sert un propos contestataire de Rupert Wyatt et pose en fait une question qui est simple, c'est-à-dire sous couvert du terrorisme, peut-on se permettre tout ? Vous l'aurez compris, Captive State est une vraie surprise, une vraie découverte, un vrai putain de film de SF comme on n'en avait pas vu depuis un certain temps. Il fait partie de la catégorie de ces grands petits films, grands par l'ambition et petit par le budget, donc il est urgent pour tout un chacun de le remettre à sa juste valeur et de le réhabiliter correctement. En tout cas, pour ma part, il a pris sa place dans le rayon Metropolitan Film Export de mes Blu-ray, et je suis sûr d'une chose, c'est qu'il prendra encore plus d'ampleur au fur et à mesure des revoyures. Ce premier épisode de La Vérif touche maintenant à sa fin, j'espère que je vous aurai donné envie de voir ce film de Rupert Wyatt, ou du moins de le revoir sous un nouvel angle. On se retrouve d'ici une quinzaine, c'est l'idée un petit peu avec La Vérif, c'est d'alterner avec la version longue du podcast, donc se retrouver tous les 15 jours, et comme ça, moi, ça me permet de diminuer en fait mon stock de Blu-ray. Et elle est pas belle la vie ? Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast.